Il existe une herbe sauvage qui pousse à travers l'Asie tropicale et qui augmente la production de collagène de près de 78% de plus que n'importe quel sérum, n'importe quel supplément ou n'importe quel produit injectable sur le marché. Elle se propage de manière si agressive qu'une seule bouture crée une réserve permanente en seulement 5 jours. Les guérisseurs indiens ont documenté ces bienfaits pendant 2000 ans, et pourtant, la dermatologie occidentale l'a ignoré pendant un siècle. L'industrie du collagène génère plus de 10 milliards de dollars par an en vous vendant des peptides et des poudres. Pendant ce temps, cette plante pousse à l'état sauvage dans les fossés de drainage. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment cultiver cette plante sur votre rebord de fenêtre, extraire ses composés actifs chez vous et ne plus jamais acheter de produits à base de collagène. Entrez dans n'importe quel restaurant de Colombo ce soir et observez la table d'à côté. Ils mangeront une salade fraîche de feuilles vertes finement hachées, mélangées à du piment et de la noix de coco. Ce n'est pas de l'épinard. Ce n'est pas de la laitue. C'est le gotu kola. Et c'est l'un des plats les plus appréciés du Sri Lanka. Ils l'appellent gotu kola sambol. En Thaïlande, les vendeurs de rue vendent un jus vert vif du matin au soir. Les touristes supposent qu'il s'agit d'une sorte de smoothie aux épinards. Ce n'est pas le cas. C'est le Bai Bua Bok, fabriqué à partir de la même plante consommée pour l'énergie, la clarté et une peau éclatante. En Inde, on l'appelle Manduka Parni. Les praticiens ayurvédiques traditionnels l'ont prescrite pour 40 affections différentes, notamment la cicatrisation des plaies, l'inflammation cutanée, la clarté mentale et les troubles nerveux. La documentation remplit des milliers de pages dans des textes que les chercheurs occidentaux n'ont jamais traduits. Voici le premier indice que quelque chose a mal tourné. Vous connaissez l'aloe vera, vous connaissez le curcuma, vous connaissez le thé vert et le sérum à la vitamine C. Ces ingrédients se trouvent dans tous les rayons de soins de la peau occidentaux. Mais le gotu kola, utilisé par plus de personnes pour la santé de la peau que tous ces ingrédients réunis, existe à peine dans la conscience occidentale. La plupart des Américains n'en ont jamais entendu le nom. Le problème commence par la fragmentation. Les Sri Lankais l'appellent gotu kola. Les Indiens l'appellent brahmi ou manduka parni. Les Chinois l'appellent jik sue kao. Les Thaïlandais l'appellent Bai Bua Bok. Les botanistes l'appellent Centella asiatica. Les bases de données occidentales l'appellent équelle d'eau asiatique ou herbe du tigre. 6 noms pour une seule plante. Aucune identité unifiée en anglais. Lorsqu'une plante n'a pas de nom cohérent, elle n'a pas de présence cohérente dans les bases de données de recherche, les formulations de soins de la peau ou les campagnes de marketing. La fragmentation n'était pas intentionnelle, mais le résultat fut l'effacement. Comparez cela aux peptides de collagène. C'est la même molécule quelle que soit la source, le même nom dans toutes les langues et la même image de marque pour chaque produit. Tout le monde connaît le collagène. Il apparaît dans chaque magasin de beauté et chaque pharmacie. Le gotu kola n'a jamais reçu cette unification. Il est resté étranger à chaque rencontre séparée, jamais familier, jamais intégré et jamais compris. Les archives anciennes racontent une histoire différente. En Inde, vers 300 de notre ère, des érudits ont compilé un texte appelé le Sushruta Samhita. C'est l'une des plus anciennes encyclopédies médicales subsistantes de l'histoire de l'humanité. Le gotu kola figure en bonne place dans ces pages. Le texte décrit l'utilisation des feuilles pour la cicatrisation des plaies et les affections cutanées. Il y a 1700 ans, les médecins indiens comprenaient la valeur de cette plante. Un autre texte classique appelé le Karaka Samhita classait le gotu kola comme un Medhya Rasayana. C'est une désignation réservée aux herbes considérées comme rajeunissantes pour l'esprit et le corps. Au sein de l'Ayurveda, cette classification représente le niveau le plus élevé des plantes médicinales. C'était l'équivalent d'une note de 5 étoiles en termes modernes. En Chine, la plante a acquis un statut légendaire.
Des légendes parlent d'un guérisseur nommé Li Xingyuan, qui aurait vécu 256 ans en buvant du thé infusé à partir de gotu kola et d'autres herbes. Que la légende soit vraie importe moins que ce qu'elle révèle. Les Chinois considéraient cette plante comme si puissante qu'ils l'associaient à l'immortalité elle-même. Le gotu kola apparaît dans le Shenong herbal, un texte pharmacologique compilé en Chine il y a plus de 2000 ans. La plante possède des feuilles rondes distinctives. Les anciens guérisseurs ont remarqué que ces feuilles ressemblaient à la forme d'un cerveau humain. Cette observation s'alignait sur la théorie des signatures, une croyance ancienne, selon laquelle les herbes ressemblent aux parties du corps qu'elles sont censées guérir. Les praticiens indiens enseignaient que le gotu kola développe le chakra de la couronne, le centre énergétique au sommet de la tête. Ils croyaient qu'il équilibrait les hémisphères droit et gauche du cerveau. En Inde, la plante a gagné un autre nom, l'herbe du tigre. La raison est remarquable. Des tigres du Bengale blessés ont été observés en train de se rouler dans des touffes de gotu kola pour soigner leurs blessures. Les villageois ont remarqué que les tigres blessés recherchaient ces plantes spécifiques. Les tigres savaient quelque chose que la science occidentale mettrait des siècles à confirmer. La France a officiellement reconnu le gotu kola comme médicament dans les années 1880. Des médecins coloniaux français à Madagascar ont documenté ses propriétés cicatrisantes. Ils l'ont incorporé dans la pharmacopée française. Pendant un bref instant, l'Occident a reconnu ce que l'Asie savait depuis des millénaires. Puis, le silence. Le XXe siècle est arrivé avec sa révolution pharmaceutique. Les molécules brevetables sont devenues la monnaie de la médecine. Une plante qui poussait à l'état sauvage dans les fossés ne pouvait pas rivaliser avec les composés de laboratoire qui généraient des frais de licence. Mais voici ce qui importe le plus pour comprendre cette plante. Le gotu kola se propage avec une férocité qui frise l'agression. Une seule plante produit de longues tiges horizontales, appelées stolons, qui s'étendent jusqu'à 205 cm. Ces stolons s'enracinent à chaque nœud où ils touchent le sol. En quelques semaines, une seule bouture devient un tapis de nouvelles plantes. Prenez un segment sain de 10 à 15 cm d'un stolon. Coupez juste en dessous d'un nœud de feuilles. Placez-le dans un sol humide ou même dans un verre d'eau. Les racines se développent en 10 à 14 jours, parfois plus vite. La plante n'attend pas de permission. Elle pousse, tout simplement. Les jardiniers des climats tropicaux considèrent souvent le gotu kola comme une mauvaise herbe. Ils s'immiscent dans les pelouses, autour des fondations et à travers les parterres de fleurs. Ils l'arrachent par poignées. Pendant ce temps, les consommateurs de ces mêmes pays paient des prix élevés pour des suppléments de collagène expédiés d'usines situées au-delà des océans. Examinons maintenant ce que la science moderne a enfin confirmé. En 1999, des chercheurs ont publié les résultats d'une étude qui allait tout changer. Ils ont testé l'asiaticoside, le principal composé actif du gotu kola, sur la cicatrisation des plaies chez des cobayes. L'application topique d'une solution à 0,2% a produit une augmentation de 56% de l'hydroxyproline. L'hydroxyproline est un marqueur direct de la synthèse du collagène. Le même traitement a produit une augmentation de 57% de la résistance à la traction. Les plaies guérissaient plus vite. Elles guérissaient plus solidement. La teneur en collagène augmentait de manière mesurable. Ce n'était pas du folklore. C'était de la science de laboratoire publiée dans une littérature évaluée par les pairs. En 2020, des chercheurs indonésiens ont publié des conclusions encore plus spectaculaires. Ils ont testé une crème contenant 10% d'extrait de gotu kola sur des sujets humains. Après 4 semaines d'application, les niveaux de collagène ont augmenté de 77,89% en moyenne, soit près de 80% de collagène en plus grâce à une plante qui pousse comme une mauvaise herbe. Les composés actifs responsables de ces effets ont été identifiés précisément.
l'asiaticoside, le madécassoside, l'acide asiatique et l'acide madécassique. Ces molécules appartiennent à une classe appelée triterpénoïdes. Elles agissent en stimulant les fibroblastes, les cellules responsables de la production de collagène dans votre peau. La stimulation n'est pas subtile, elle est spectaculaire et mesurable. Une recherche publiée en 2024 dans la revue Pharmaceutics a confirmé le mécanisme. Les extraits de Gotu Kola améliorent la synthèse du collagène par de multiples voies. Ils augmentent la production de collagène de type 1. Le collagène de type 1 est la forme la plus abondante dans la peau, les tendons et le tissu osseux de l'être humain. La même recherche a documenté des effets anti-inflammatoires et une protection antioxydante. Des études utilisant des fibroblastes dermiques humains ont montré que les extraits de Gotu Kola à base d'eau et à base d'alcool augmentent la synthèse du collagène de type 1 et de la fibronectine. La fibronectine est une autre protéine critique pour la structure de la peau et la cicatrisation des plaies. Les effets étaient cohérents à travers plusieurs méthodologies de recherche. Le composé asiaticoside, à des concentrations de 30 microgrammes par millilitre, induit des gènes associés à la prolifération des cellules cutanées. Il favorise la migration, la fixation et la croissance des cellules de la peau. Ce sont précisément les processus qui ralentissent avec l'âge. Ce sont précisément les processus que l'industrie du collagène prétend traiter avec des suppléments coûteux. Des essais cliniques sur des patients humains ont confirmé ce que les études de laboratoire suggéraient. Dans un essai, 170 patients souffrant de plaies diabétiques ont reçu des capsules orales contenant 50 kg d'asiaticoside 3 fois par jour. Par rapport au groupe témoin, le groupe traité a montré des augmentations significatives de la contraction de la plaie à chaque point de mesure. Le traitement a également supprimé les cicatrices. Les plaies diabétiques sont notoirement difficiles à guérir. La circulation altérée et le dysfonctionnement métabolique du diabète créent des plaies qui persistent pendant des mois ou des années. Les traitements standards échouent souvent et pourtant, un composé issu d'une plante poussant à l'état sauvage dans les fossés asiatiques a accéléré la guérison de manière mesurable. Une autre étude a testé une formulation d'hydrogel de Gotu Kola par rapport à des produits de cicatrisation commerciaux. L'hydrogel a amélioré la cicatrisation 15% plus rapidement que la crème commerciale. Il a guéri les plaies plus de 40% plus vite que les témoins non traités. 40% plus vite grâce à un extrait de plante. Les applications s'étendent au-delà de la cicatrisation des plaies. Il a été démontré que l'asiaticoside prévient la formation de chéloïdes et de cicatrices hypertrophiques. Il s'agit des cicatrices en relief et décolorées, qui se forment lorsque la production de collagène s'emballe pendant la guérison. Le composé agit en augmentant l'activité du collagène immature et des myofibroblastes de manière contrôlée. Une étude contrôlée par placebo a testé une crème contenant de l'extrait de Gotu Kola sur des femmes enceintes présentant un risque de vergeture. Moins de femmes du groupe traité ont développé des vergetures par rapport au groupe placebo. Le mécanisme impliquait la stimulation de la maturation du tissu cicatriciel par la production de collagène de type 1 de manière contrôlée. Les chercheurs coréens se sont particulièrement intéressés au Gotu Kola au cours de la dernière décennie. L'Université nationale de Séoul a publié plusieurs études examinant les voies moléculaires activées par les triterpénoïdes de la plante. Ils ont découvert que l'acide asiatique régule spécifiquement à la hausse le facteur de croissance transformant bêta, une protéine de signalisation essentielle au dépôt de collagène. Cette découverte explique pourquoi la plante agit si efficacement sur la peau vieillissante. La même voie de signalisation qui décline avec l'âge est précisément celle que le Gotu Kola active. En 2022, une équipe de l'université Chulalongkorn à Bangkok a mené un essai randomisé en double aveugle sur 60 femmes âgées de 40 à 60 ans. La moitié a reçu un sérum contenant 5% d'extrait de Centella asiatica.
L'autre moitié a reçu un sérum placebo. Après 8 semaines, le groupe traité a montré des améliorations mesurables de l'élasticité de la peau, de l'hydratation et de la profondeur des rides. Les chercheurs ont utilisé un équipement d'imagerie sophistiqué pour documenter les changements. Les photographies avant et après montraient des différences visibles que même des observateurs non formés pouvaient identifier. Les scientifiques cosmétiques japonais des laboratoires Shiseido ont discrètement incorporé la Centella asiatica dans leur gamme de produits haut de gamme depuis des années. Ils l'appellent Cica, dérivé du nom botanique Cicatrix, qui signifie cicatrice. L'industrie de la beauté coréenne a suivi le mouvement. Promenez-vous dans n'importe quel quartier cosmétique de Séoul aujourd'hui et vous verrez des crèmes Cica, des sérums Cica et des masques Cica sur chaque étagère. Le marché asiatique de la beauté a reconnu ce que les marchés occidentaux ont manqué. Ils lui ont simplement donné un nom plus accrocheur. Ce schéma nécessite une explication. Chaque avantage offert par le Gotu-Kola menace une industrie existante. Considérez l'ampleur de ce qui est en jeu. Le marché mondial du collagène était évalué à plus de 10 milliards de dollars en 2024. Les projections de l'industrie estiment qu'il atteindra 26 milliards de dollars d'ici 2033. Cela représente une croissance annuelle de 11%. Chaque année, davantage de consommateurs achètent des suppléments de collagène, des boissons au collagène et des crèmes au collagène. Le marché des suppléments de collagène a spécifiquement atteint près de 6 milliards de dollars en 2024. Les analystes prévoient qu'il dépassera les 13 milliards de dollars d'ici 2034. Ce ne sont pas de petits chiffres. Ce sont des industries employant des milliers de personnes, générant des milliards de valeurs pour les actionnaires et finançant des recherches qui soutiennent leurs produits. Maintenant, considérez l'économie de la production de collagène. L'industrie repose sur des processus d'extraction complexes. Les peaux d'animaux, les écailles de poissons et les matrices osseuses doivent être traitées par hydrolyse en plusieurs étapes. La purification nécessite un équipement spécialisé. Le contrôle de la qualité exige des tests en laboratoire. L'expédition par chaîne du froid prévient la dégradation. Chaque étape ajoute un coût. Chaque étape crée des barrières à l'entrée. Un agriculteur disposant d'un jardin potager ne peut rivaliser avec cette infrastructure. Du moins, c'est ce que l'industrie croyait. Le Gotu-Kola brise ce modèle. La plante ne nécessite aucun traitement pour un usage topique. Les feuilles fraîches peuvent être écrasées et appliquées directement sur la peau. Les feuilles séchées peuvent être infusées en thé. De simples extractions à l'eau ou à l'alcool concentrent les composés actifs. Aucune usine n'est requise. Aucun brevet n'est possible sur le fait d'écraser une feuille. Le financement de la recherche raconte clairement l'histoire. Recherchez des suppléments de collagène sur PubMed et vous trouverez des milliers d'études dont beaucoup sont financées par l'industrie. Les entreprises parrainent des essais qui soutiennent leurs produits. Les résultats positifs génèrent des allégations marketing. Les allégations marketing stimulent les ventes. Les ventes financent davantage de recherche. Le cycle s'auto-entretient. Recherchez Centella asiatica collagène sur PubMed. Les chiffres sont plus petits. Le financement provient principalement de subventions de recherche universitaires en Inde, en Corée et en Thaïlande. Les institutions gouvernementales en Asie financent ces études. L'argent de l'industrie occidentale coule ailleurs. Une revue complète publiée dans l'Indian Journal of Pharmaceutical Sciences l'a noté explicitement. Malgré des études approfondies sur plusieurs décennies sur les composants actifs et les mécanismes, le résultat de la recherche reste insatisfaisant. Plus de données scientifiques sont nécessaires pour justifier l'utilisation croissante de la plante. Les chercheurs ont appelé à davantage de financement, mais le financement n'est pas arrivé. La fragmentation des noms aggrave le problème. Un chercheur étudiant la Centella asiatica pourrait ne jamais découvrir d'études publiées sous le nom de Mandu Kaparni. Une recherche dans une base de données pour Gotu-Kola
peut rater des articles indexés sous Brahmi. Un scientifique enquêtant sur l'herbe du tigre peut rester ignorant des recherches sur le ginkgo CAO. La connaissance existe en fragments qui ne se connectent jamais. La structure réglementaire amplifie ces barrières. Les suppléments de collagène font l'objet d'un examen minutieux concernant les allégations de santé et les coûts de conformité pour les exigences d'étiquetage varient selon les régions. Les grandes entreprises peuvent se permettre de naviguer dans la réglementation. Elles emploient des équipes juridiques et des agents de conformité. Les petits cultivateurs ne le peuvent pas. La complexité favorise les acteurs industriels qui préfèrent les intrants brevetables aux plantes qui se propagent sans permission. Considérez le modèle commercial de l'industrie des suppléments. Les entreprises vendent des réserves mensuelles. Les consommateurs achètent de manière répétée. Les bénéfices trimestriels dépendent des transactions récurrentes. La valeur actionnariale augmente avec la fidélisation de la clientèle. Toute la structure financière dépend d'une consommation continue. Les achats répétés génèrent du profit. Le go-to-cola menace fondamentalement ce modèle. Plantez-le une fois et récoltez indéfiniment. Une seule bouture dans une jardinière de fenêtres fournit des feuilles pendant des mois. Ces feuilles peuvent être multipliées en d'autres plantes. Ces plantes peuvent être partagées avec les voisins. En un an, toute une communauté pourrait cultiver sa propre réserve. Aucun achat répété. Pas de frais d'expédition. Pas d'intermédiaire corporatif. Il s'agit d'une perturbation directe. L'industrie du collagène est confrontée à des vulnérabilités supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement. Les matières premières proviennent de sources animales. Peau de bovin issue de l'élevage, collagène marin issu des déchets de la transformation du poisson et sources porcines issues de l'élevage de porcs. Chaque source est confrontée à des perturbations potentielles. Les épidémies affectent le bétail. La surpêche épuise les stocks marins. Les préoccupations religieuses et éthiques limitent l'acceptation du porc. Ces vulnérabilités sont réelles. Le gotu-kola ne connaît aucune de ces vulnérabilités. La plante pousse dans les climats tropicaux et subtropicaux du monde entier. Elle ne nécessite aucun intrant animal. Elle se propage à partir de boutures sans achat de graines. Elle tolère les sols pauvres et l'ombre partielle. Elle s'adapte aux conditions locales avec une intervention minimale. Aucun des chocs d'approvisionnement habituels ne s'applique. Ce n'est pas un complot, c'est de l'économie. Les entreprises investissent dans la recherche qui soutient leurs produits. Elles n'investissent pas dans la recherche qui rend leurs produits inutiles. Les universités recherchent des subventions auprès des bailleurs de fonds disponibles. Les bailleurs de fonds favorisent les interventions brevetables. Une plante qui se propage d'elle-même ne peut pas être brevetée. Un simple extrait de feuille ne peut pas être protégé. Le financement coule ailleurs. La recherche suit le financement. Les lacunes de connaissances persistent, mais la plante a attendu. Elle a toujours attendu. Le gotu-kola pousse à travers l'Asie depuis des millénaires. Il a survécu à la montée et à la chute des empires. Il a survécu à l'extraction coloniale. Il a survécu à l'industrialisation. Il a survécu au fait d'être ignoré par les industries cosmétiques et de suppléments les plus puissantes de l'histoire. Et il est toujours là, poussant toujours, produisant toujours les mêmes triterpénoïdes qui augmentent le collagène de 78%. Il est patient et résilient. Vous pouvez le cultiver vous-même. Le gotu-kola s'épanouit dans les zones de culture USDA 7 à 11. Cela couvre le sud des États-Unis, la côte californienne et les climats équivalents dans le sud de l'Europe et l'Australie. La plante tolère une gamme de conditions une fois établies. Cultivez-la, là où le climat le permet. Commencez par des boutures plutôt que par des graines. Les graines demandent de la patience. La germination prend de 30 à 90 jours dans des conditions standards. Certaines graines nécessitent 12 semaines ou plus. Les boutures s'enracinent en 10 à 14 jours, parfois plus vite.
Utilisez des boutures pour la rapidité. Trouvez une plante saine dans une pépinière ou chez un fournisseur d'herbes. Coupez un segment de 10 à 15 cm d'un stolon, en coupant juste en dessous d'un nœud de feuilles. Retirez les feuilles inférieures. Vous pouvez tremper l'extrémité coupée dans une hormone d'enracinement, mais la plante s'enracine souvent sans cela. Placez la bouture à 2,5 cm de profondeur dans un terreau humide. Espacez les différentes boutures d'environ 15 cm. Arrosez régulièrement. C'est l'exigence critique. Le gotu-kola ne supporte pas les conditions sèches. Gardez le sol uniformément humide. Un arrosage quotidien peut être nécessaire pour les plantes en pot. La plante peut en fait pousser directement dans l'eau peu profonde ou les zones marécageuses. Si vous avez un étang ou un point d'eau, le gotu-kola s'épanouira sur les berges. Maintenez une humidité constante. Le pH idéal du sol est légèrement acide à neutre, se situant entre 5,5 et 7. Bien que le gotu-kola tolère le plein soleil, il réussit mieux à l'ombre partielle. Pensez à l'endroit où il pousse naturellement. Lisière de forêt, berge de ruisseau, lumière tamisée sous la canopée des arbres. Recréez ces conditions et la plante vous récompensera. L'emplacement idéal est une ombre tamisée. Une fois établi, le gotu-kola se propage rapidement. Ses stolons horizontaux s'étendent vers l'extérieur, s'enracinant à chaque nœud. Une seule plante devient une touffe. Une touffe devient un tapis. Vous vous surprendrez à donner des boutures à vos amis et voisins. La plante n'a aucun intérêt à rester confinée. Elle se propage facilement. La récolte commence une fois que la plante est bien établie, généralement 3 à 6 mois après la plantation. Les feuilles sont prêtes lorsqu'elles sont matures, vertes et mesurent environ 2,5 à 5 cm de diamètre. Utilisez des ciseaux propres pour couper les feuilles individuellement ou par petites grappes. Évitez de trop récolter. Ne prélevez pas plus d'un tiers du feuillage à la fois. Laissez la plante se régénérer entre les récoltes. Avec une bonne gestion, un seul contenant peut fournir des récoltes continues pendant des années. Utilisez les feuilles fraîches dans les salades. La saveur est douce et légèrement amère, avec des notes herbacées. Ajoutez-les au smoothie, mixez-les dans des jus de légumes ou infusez les feuilles séchées en thé. Les préparations traditionnelles restent efficaces parce qu'elles fonctionnent. Pour un usage topique, écrasez des feuilles fraîches pour en faire une pâte. Appliquez directement sur la peau comme un masque. Laissez agir 15 à 20 minutes avant de rincer. Les composés actifs pénètrent directement dans la peau. Aucune extraction requise. Aucun traitement nécessaire. Pour une préparation plus concentrée, créez une simple teinture. Remplissez un bocal de feuilles fraîches. Couvrez de vodka ou d'un autre alcool fort. Scellez et conservez dans un endroit sombre pendant 4 à 6 semaines. Filtrez le matériel végétal. Le liquide résultant contient des triterpénoïdes concentrés. Appliquez localement ou ajoutez de petites quantités à des crèmes et des lotions. Les feuilles se conservent également bien une fois séchées. Étalez les feuilles fraîches sur des tamis dans un endroit chaud et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Laissez sécher complètement pendant plusieurs jours. Conservez dans des contenants hermétiques à l'abri de la lumière. Les feuilles séchées conservent leur puissance pendant 1 an ou plus. Vous pouvez également créer une huile d'infusion pour les soins quotidiens de la peau. Prenez des feuilles de gotu-kola séchées et placez-les dans un bocal en verre propre. Couvrez avec une huile de support telle que le jojoba, l'amande douce ou l'huile de coco. Le rapport doit être d'environ 1 part de feuilles séchées pour 4 parts d'huile. Scellez le bocal et placez-le près d'une fenêtre ensoleillée pendant 2 à 3 semaines. Secouez doucement tous les quelques jours. Après la période d'infusion, filtrez à travers une étamine et conservez dans une bouteille en verre foncé. Cette huile peut être appliquée directement sur le visage et le corps avant le coucher. Les triterpénoïdes s'absorbent lentement pendant la nuit, pendant que votre peau se régénère. Pour ceux qui vivent dans des climats plus froids,
où la culture en extérieur est impossible, la culture en intérieur offre une alternative fiable. Utilisez un contenant large et peu profond plutôt qu'un pot profond. Le gotu-kola se propage horizontalement plutôt que de faire des racines profondes. Une jardinière ou un plateau de semis fonctionne parfaitement. Placez-le près d'une fenêtre lumineuse, mais à l'abri du soleil direct de l'après-midi. Complétez avec une lampe de croissance pendant les mois d'hiver lorsque les heures de clarté diminuent. L'humidité est importante pour les plantes d'intérieur. L'air intérieur sec pendant la saison de chauffage peut stresser les feuilles. Placez un plateau de galets et d'eau sous le pot pour augmenter l'humidité locale. Brumisez les feuilles régulièrement. Regroupez plusieurs plantes pour créer un microclimat plus humide. Surveillez le jaunissement des feuilles. Cela indique généralement soit un excès d'eau, soit un manque d'eau. Vérifiez l'humidité du sol avant d'arroser. La surface peut sécher légèrement entre les arrosages, mais le sol doit rester humide au niveau des racines. Les trous de drainage sont essentiels. L'eau stagnante provoque rapidement la pourriture des racines. Fertilisez légèrement pendant la saison de croissance. Un engrais liquide équilibré dilué de moitié fonctionne bien. Appliquez toutes les 2 à 4 semaines du printemps à l'automne. Réduisez l'apport pendant l'hiver, lorsque la croissance ralentit naturellement. La propagation devient presque automatique une fois que la plante s'établit. De nouveaux stolons s'étendent au-delà des bords du pot. Ils pendent en cherchant de la terre. Placez simplement un deuxième pot à proximité. Guidez le stolon sur la nouvelle surface du sol. Fixez-le doucement avec une petite pierre ou un fil courbé. Les racines se développent en quelques jours. Une fois établies, coupez la connexion avec la plante mère. Vous avez maintenant 2 plantes indépendantes à partir d'une seule bouture d'origine. Les mathématiques de cette propagation méritent attention. Commencez avec une plante en janvier. En mars, cette plante a produit 3 stolons enracinés. Chacun de ces stolons peut être séparé et vous avez maintenant 4 plantes. En juin, ces 4 plantes ont chacune produit 3 autres stolons et vous avez maintenant 16 plantes. En septembre, 64 plantes. À la fin d'une année, une seule bouture peut théoriquement produire plus de 200 plantes individuelles, chacune produisant des feuilles, chacune synthétisant les mêmes triterpénoïdes, chacune capable d'une propagation ultérieure. Comparez cela au modèle des suppléments de collagène. Une bouteille dure 30 jours. Une bouteille coûte entre 20 $ et 60 $ selon la marque et la qualité. 12 bouteilles par an coûtent entre 240 $ et 720 $ par an. Chaque année, pour toujours. La dépense ne finit jamais parce que l'approvisionnement ne devient jamais autonome. Le gotu-kola inverse entièrement cette équation. Une plante coûte entre 5 $ et 15 $ en pépinière. Une plante devient 200 plantes en un an. 200 plantes fournissent plus de feuilles qu'un seul ménage ne pourrait jamais en consommer. L'excédent peut être séché et stocké. L'excédent peut être partagé avec la famille et les amis. L'excédent peut même être vendu sur les marchés de producteurs pour compenser l'investissement initial. C'est l'économie que l'industrie des suppléments ne veut pas que vous compreniez. Il profite de la rareté. Il profite de la complexité. Il profite de votre conviction que le collagène doit provenir d'une usine. Le gotu-kola prouve le contraire. Chaque fois qu'un stolon s'enracine à un nouveau nœud, l'économie bascule davantage en votre faveur. Voici à quoi ressemble la résilience. Pas à un sérum expédié depuis des laboratoires à travers les continents. Pas à des suppléments fabriqués dans des installations industrielles. La résilience est une plante qui revient chaque saison sans demander. Une plante qui guérit votre peau, construit votre collagène et se propage d'elle-même pendant que vous dormez. La question n'a jamais été de savoir pourquoi l'Asie a caché cette plante. L'Asie n'a rien caché. Les familles sri-lankaises mangent du gotu-kola sambol à chaque réunion. Les vendeurs de rue thaïlandais vendent ouvertement le jus à chaque coin de rue. Les praticiens ayurvédiques indiens
le recommandent quotidiennement aux patients. Les boutiques de médecine chinoise stockent les feuilles séchées sur des étagères ouvertes. La connaissance était toujours là, toujours publique, toujours disponible. La question est de savoir pourquoi les systèmes occidentaux n'ont pas remarqué. Pourquoi des milliards ont été dépensés en suppléments de collagène alors qu'une plante de jardin pouvait les remplacer? Pourquoi les augmentations de 78% du collagène sont restées inconnues de populations payant des prix élevés pour des améliorations de 5%? La réponse n'est pas un complot. La réponse est structurelle. Les systèmes économiques voient ce qui profite aux systèmes économiques. La recherche suit le financement. Le financement suit les brevets. Les brevets exigent du contrôle. Le go-to-cola ne peut pas être contrôlé. Il se multiplie de lui-même. Il se propage par stolons. Il s'enracine à chaque nœud. Il devient sauvage. Il devient libre. Ce qui ne peut être possédé ne peut être vendu. Ce qui ne peut être vendu ne peut être commercialisé. Ce qui ne peut être commercialisé n'entre pas dans la conscience. 3 générations de consommateurs occidentaux ont grandi sans jamais entendre le mot go-to-cola. Non pas parce que quelqu'un l'a caché, mais parce que personne ne profitait de sa révélation. Mais vous le savez maintenant. Vous savez que la plante stimulant le plus le collagène existe. Vous savez qu'elle se propage à partir de boutures en quelques jours. Vous savez que des centaines de millions de personnes en consomment chaque semaine. Vous savez que la recherche moderne valide les applications anciennes. Vous savez que vous pouvez la cultiver dans la plupart des climats, avec un effort minimal. Vous savez qu'une bouture crée une infrastructure de collagène permanente. Les sociétés de suppléments ne vous le diront pas. L'industrie des soins de la peau ne vous le dira pas. L'établissement dermatologique ne donnera pas la priorité aux plantes sur les procédures. L'information menace trop de sources de revenus. Mais la plante ne se soucie pas des sources de revenus. Elle se soucie de se propager. Elle se soucie de s'enraciner à chaque nœud. Elle se soucie de s'établir partout où l'humidité et la chaleur le permettent. Depuis 2000 ans, le go-to-cola poursuit cet unique objectif. Il continuera pendant 2000 ans de plus. Les tigres blessés savaient. Ils recherchaient instinctivement cette plante. Ils se roulaient dans ses feuilles pour guérir leurs blessures. Ils faisaient confiance à ce que leur corps leur disait. Il est peut-être temps que nous fassions de même. Si cette histoire a changé votre regard sur les herbes folles de votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous exhumons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.